Bonjour chers élèves, voilà, on va entamer dans cette vidéo la correction du QCM que je vous ai proposé auparavant sur la chaîne, bien sûr. J'espère que vous l'avez travaillé et ceux qui n'ont pas encore travaillé, pouvez télécharger d'abord le sujet en bas dans la description. Essayez de le bien travailler d'abord, c'est toujours très intéressant de se préparer au concours. Et la préparation consiste à prendre une vingtaine de questions, un chronomètre et ne pas dépasser 30 minutes pour répondre au maximum. Donc voilà, on va commencer donc pour le premier exercice. Donc voilà, on vous donne une unité de masse atomique, c'est 930 mégaélectronvolts par C carré. On vous donne le nombre d'Avogadro. On vous donne le défaut de masse du carbone, environ 0,11 UMA. Et vous avez 4 propositions à répondre par vrai ou faux. Donc un radionuclide ayant un excès de neutrons est un émetteur de alpha. Est-ce que c'est vrai? Bien sûr, vous voyez déjà que c'est faux. Pourquoi? Parce que vous avez plusieurs radioactifs, plusieurs radioéléments ou bien radionuclides qui ont un excès de neutrons et qui peuvent émettre des bêta-. Donc ce n'est pas nécessairement un émetteur de alpha. Donc l'énergie de liaison du carbone, on va dans le défaut de masse. Donc l'énergie de liaison, c'est le défaut de masse fois 930 et vous allez trouver exactement 7,3. Donc voilà. Donc l'énergie libérée, c'est 163,4, 167, pardon, donc là le défaut de masse, bien sûr, c'est 0,11 fois 930 et vous allez trouver 7,3 mégaélectronvolts. Bien. On passe à l'uranium, question 3, vous donne l'équation de désintégration de l'uranium, il vous donne le lantane, le brome avec X et Y neutrons. Est-ce que c'est vrai ou faux? Bon, il suffit de vérifier par exemple pour X, vous avez ici 92, 57 plus 55, ça fait pas 92, donc la réponse elle est fausse. Ensuite, question intéressante, l'énergie libérée par la fission d'une mole, d'une mole d'atome d'uranium. Donc, une mole contient combien d'atomes? Il contient n Avogadro atomes, c'est-à-dire 6 fois 10 à la puissance 23 atomes par mole. Or, ce qu'on a calculé ici, c'est l'énergie libérée par un seul noyau. Donc, on vous donne le défaut de masse. Si vous multipliez ça par 931, vous allez trouver 167,4 mégaélectronvolts. Ça, c'est l'énergie libérée par un seul atome. Combien d'atomes dans une mole? Donc une mole contient n Avogadro atomes. D'accord? Une mole contient n Avogadro atomes. Donc ça c'est la définition du nombre de moles, du nombre d'Avogadro. Donc l'énergie libérée, c'est l'énergie libérée par un atome multiplié par le nombre d'Avogadro et ça vous donne un ordre de grandeur de 10 puissance 26 et non pas 10 puissance 36. Donc la réponse 10 puissance 36, elle est fausse. Voilà pour la première question. Donc, deuxième question, donc on va se rappeler qu'est-ce que c'est qu'un isotope et bien sûr l'équation, comment déterminer Z et A. Donc là on vous donne la désintégration d'un noyau X de numéro de masse, de numéro atomique Z, nombre de masse A. Il vous donne l'azote qui possède Z égale à 7 et nombre de masse 14 plus bêta-. On vous dit Y0-1, est-ce que c'est un positron? Bien sûr, c'est faux. Le positron, c'est bêta+. Donc, l'atome X à Z possède 6 électrons. Ça veut dire Z égale à 6. Est-ce que c'est vrai? Oui, parce que 7 moins 1, ça vous donne 6. Donc là, la réponse, elle est vraie. Donc, vrai. X et Z sont des isotopes. C'est quoi des isotopes? Est-ce qu'ils sont des isotopes? Ils possèdent le même nombre de... Donc, des isotopes, vrai ou faux? Bien sûr, ce n'est pas des isotopes, parce que deux isotopes possèdent obligatoirement même numéro atomique Z. Donc, on parle toujours de même atome, carbone par exemple, azote, carbone 12, carbone 13, carbone 14 sont des isotopes. Alors que ici, Z est différent. Donc, la Z égale à 6, Z égale à 7. Donc, ce sont deux éléments complètement différents. Donc, ils ne sont pas des isotopes. Par contre, ils sont des isotones, des isobars, d'accord? Isobars parce qu'ils ont le même nombre de masses. Bien, le noyau X à Z possède 6 neutrons. Est-ce que c'est vrai ou faux? Bien sûr, il ne possède pas 6 neutrons parce qu'on a trouvé ici 6 et A c'est 14 et 14 moins 6 ça fait pas 6. Donc 14 moins 6 n'est pas égal à 6, donc c'est faux.
Et la désintégration est de type bêta plus, on a déjà répondu, c'est pas du type bêta plus, c'est une désintégration de type bêta moins. Donc voilà, donc rappelez savoir ce que c'est qu'un isotope. Je répète, les isotopes, ce sont deux atomes qui possèdent le même numéro atomique. Donc si on parle d'isotopes, on parle toujours du même élément. Carbone, bore, azote, ce que vous voulez. C'est juste le nombre de masses qui change, le nombre de nucléons. Mais Z, il est le même. Bien, donc question suivante. On vous dit que T1,5 du polonium, c'est 104 jours. Sa masse molaire, c'est 210 grammes par mol. On vous donne le nombre d'Avogadro. Vous voyez, des fois, on vous donne des indications qu'on n'a pas besoin dans l'exercice. Un échantillon contient 1 gramme du polonium. Après 560 jours, quelle est la masse restante? La masse restante. Or, vous savez que la relation n de t est égale à n0 exponentiellement lambda t. Elle est valable pour le nombre de noyaux qui restent à l'instant t. Elle est valable pour la masse. Elle est valable pour l'activité. C'est la même équation. D'accord? Donc la masse restante à l'instant t, c'est la masse initiale fois exponentiellement lambda t. Je connais la masse initiale, donc pour déterminer la masse restante, il suffit de déterminer lambda puisque je connais t. Donc lambda t, c'est log de 2 sur t1,5, c'est lambda multiplié par le temps qui est 560, et ça vous donne 373. Si vous faites exponentielle 1 fois exponentielle moins 373, ça vous donne 24 mg. Donc je vois aucune réponse est correcte. Donc la bonne réponse, c'est la réponse E. Bien. Maintenant, on vous donne le tritium, qui est un isotope de l'hydrogène, se désintègre avec une constante radioactive lambda égale. Quelle est sa période radioactive? Donnez le résultat en année. Bien sûr, si vous connaissez lambda, ça c'est facile. La période, je répète, on l'appelle période ou bien T1,5, c'est la même chose. Donc c'est log de 2 sur lambda. Et en jour, ça vous donne, bien sûr, j'ai transformé la seconde en jour, ça vous donne 3,88 10 puissance 3 jours. Et vous multipliez, divisé par 365, et ça vous donne à peu près 12,3 années. Donc on considère une masse du tritium qui donne 2 10 puissance 6 désintégrations par seconde. Donc cette masse-là, elle donne cette activité-là. Quelle est la valeur de cette masse? Donc je connais la masse, je connais l'activité, et je dois déterminer la masse. Donc il faut savoir la relation entre la masse et l'activité. Donc là, vous savez que l'activité, c'est lambda fois le nombre de noyaux. L'activité à l'instant t, c'est lambda fois le nombre de noyaux qui existent à l'instant t. Donc je connais la valeur de l'activité, c'est 2 10 puissance 6 désintégrations par seconde ou bien 2 10 puissance 6 becquerel. Je connais lambda, donc je peux déterminer bien sûr n. Donc n est égal à 1,12 10 puissance 15 noyaux qui restent à l'instant t. Or, moi ce qui m'intéresse c'est la masse. Donc connaissons le nombre, quelle est la masse de ce nombre de noyaux. Donc là il faut utiliser le nombre d'Avogadro. Vous avez deux expressions pour le nombre de mol. Donc le nombre de mol c'est m sur la masse molaire ou bien le nombre d'atomes divisé par le nombre d'Avogadro. Donc la masse c'est la masse molaire divisé par le nombre d'Avogadro multiplié par n. D'accord? Ça c'est quoi ça? Le nombre de noyaux divisé par le nombre d'Avogadro c'est le nombre de mol. Et donc la masse de l'échantillon c'est la masse molaire divisé par le nombre de mol. Et vous faites le petit calcul et ça vous donne 5,9 nanogrammes. Un nanogramme, c'est 10 moins 9 grammes. On continue, donc on enchaîne là pour des questions juste de cours, j'allais dire, c'est des choses qu'il faut absolument connaître. Est-ce que tous les noyaux ont un défaut de masse? Bien sûr, la réponse elle est vraie, hein, parce que tous les noyaux, la masse du nucléon est différente de la masse du noyau, donc ils ont tous un défaut de masse. Quelle est l'expression du défaut de masse parmi les expressions suivantes? Un défaut de masse, c'est une masse, donc ça c'est une énergie tout de suite à éliminer. Ça c'est une énergie, c'est à éliminer. Donc on ne peut pas avoir une masse égale à une énergie. Donc là, c'est delta la masse du noyau, delta M, c'est Z plus A moins Z moins la masse du noyau divisé par A non plus. Et donc la dernière, c'est la bonne réponse. Donc c'est la masse des nucléons moins la masse du noyau.
Enfin, l'énergie de liaison d'un noyau, est-ce que c'est une grandeur qui est positive ou bien qui est négative? Et bien sûr, l'énergie de liaison, c'est une énergie qu'on doit fournir pour, pour réunir les nucléons pour former le noyau. Donc l'énergie de liaison, c'est une grandeur qui est positive. Toujours les questions suivantes, c'est juste des questions qu'il faut savoir, des questions, j'allais dire, de cours. Donc, quand est-ce qu'un noyau est stable? Tout simplement, vous allez tout de suite vers la bonne réponse. Vous savez qu'un noyau est stable si son énergie de liaison par nucléon est grande. D'accord? Toutes les autres réponses sont fausses. Donc, quels sont les noyaux les plus stables? Ça vous rappelle la loi d'Aston, où l'énergie de liaison est plus grande, c'est au milieu, ça veut dire le nombre de masses de nucléons est de l'ordre de 50. Donc, la réponse, c'est D. Donc, les plus légers ne sont pas stables, ils ont intérêt à se fusionner pour former un noyau lourd stable, et les plus lourds peuvent se fissionner, d'accord, pour donner deux noyaux moins lourds et donc se rapprocher de la partie de la stabilité. Enfin, lors d'une réaction de fusion, là aussi c'est absolument à connaître. Ah là, pardon, ça c'est la fusion, oui. Qu'est-ce qui se passe dans la fusion? Deux noyaux lourds forment un noyau léger, plus léger, bien sûr c'est faux, puisque c'est une fusion. Et la fusion se fait entre noyaux moins lourds. Un noyau lourd, bon, tout de suite j'enlève parce que la fusion c'est des noyaux légers. Donc deux noyaux légers forment un noyau plus lourd, donc c'est correct. Mais aussi vous avez cette proposition est également correcte parce que lors de la fusion, vous avez de l'énergie qui est libérée. Bon là, on vous propose deux relations. On vous dit laquelle qu'on peut utiliser aussi pour déterminer l'énergie de liaison d'un noyau. Vous savez que pour calculer l'énergie de liaison d'un noyau, vous avez deux expressions, soit le défaut de masse multiplié par C carré, soit en utilisant l'énergie de liaison des réactifs et l'énergie de liaison des produits. Et la bonne réponse, c'est la suivante, c'est l'énergie de liaison des produits moins l'énergie de liaison des réactifs. Autre question de culture générale, j'allais dire, la radioactivité, est-ce que c'est une désintégration spontanée? La réponse est oui. Qu'est-ce que ça veut dire une désintégration spontanée? Ça veut dire qu'on ne peut pas prévoir l'instant où un noyau se désintègre. Tout ce qu'on connaît, c'est sa probabilité de désintégration, mais on ne peut jamais prévoir l'instant où le noyau se désintègre. Donc c'est une transformation qui se fait spontanément. La désintégration d'un noyau perd en un noyau fils avec émission d'une particule. Bien sûr, la désintégration se fait toujours avec l'émission d'une particule, donc c'est une réponse vraie. La désintégration est en transformation chimique ou physique de la matière? Non, elle n'est physique ni chimique. D'accord? Bon, un échantillon a une activité de 480 becquerels, le nombre moyen de noyaux désintégrés en une minute est quoi? Donc, qu'est-ce que ça signifie? 480 becquerels. Un becquerel, je vous rappelle, c'est une désintégration par seconde. Donc cet échantillon possède une activité de 480 désintégrations en une seconde. Donc vous faites règle de 3 en une minute, il suffit de multiplier par 60. Et donc la bonne réponse, c'est 28 800 désintégrations par minute. Là, c'est absolument connaître, c'est une question récurrente dans les concours. Quelles sont les choses qui restent conservées lors de la transformation nucléaire? Donc la conservation du nombre de charges et du nombre de masses, donc c'est une bonne réponse. Conservation du nombre de protons et du nombre de neutrons, faites attention, ce n'est pas une bonne réponse. Ce qui est conservé, c'est le nombre de nucléons. Mais le nombre de protons ne reste pas le même. On peut avoir ici moins de protons, mais plus de neutrons, de façon que le nombre de masses qui est constant, mais pas le nombre de protons et le nombre de neutrons. Conservation de la masse, bien sûr non, du moment qu'il y a émission, c'est pour ça on parle d'ailleurs de défaut de masse, donc du moment qu'il y a un défaut de masse, il n'y a pas de conservation de masse, et puisqu'il y a un défaut de masse, bien sûr, l'énergie également n'est pas conservée. Bien, maintenant je passe à un exercice complet, pratiquement un exercice, dont on vous donne le thorium, subit une série de désintégrations alpha et bêta, pour former le plomb. C'est ce qu'on appelle les familles radioactives. On vous donne la constante de désintégration, qui est la probabilité de désintégration par unité de temps, c'est la même chose. On vous donne log de 2, log de quelques grandeurs physiques, et c'est probablement ce qu'on va
donner dans le concours de cette année. On va vous donner, puisque la calculatrice est interdite, on va vous donner certainement le log de certains chiffres dont vous aurez besoin dans le calcul. Donc l'équation globale, c'est la suivante. Bon, c'est très facile de se rendre compte. 6 alpha, c'est H2, 4, et bêta, E moins 1, 0. Donc faites 82 plus 12 moins 2, ça veut dire plus 10. Donc c'est 92 et non pas 90. Donc l'équation n'est pas correcte. La demi-vie de thorium est, bon, T1,5, vous connaissez lambda, vous pouvez la calculer et vous allez vous rendre compte que la réponse elle est fausse. La quantité de thorium désintégrée au cours d'une durée T est proportionnelle au temps. Est-ce que c'est correct? Non, bien sûr, parce que la quantité désintégrée, c'est exponentielle moins lambda T. Donc, ce n'est pas proportionnel, c'est une loi exponentielle. Et la dernière question est une question importante. On vous dit un échantillon qui contient 0,25 millimoles de thorium. Voilà, un quart de thorium en jaune et 3 quarts de plomb. Quel est l'âge de cet échantillon? D'accord? Donc l'âge de l'échantillon est égal à combien? Donc ça veut dire quoi? Donc au départ, autrement dit, au départ vous avez 1 millimole de thorium. Et à l'instant T, il vous reste un quart. Voilà ce que ça signifie cette phrase. D'accord? Parce que tout ce qui est désintégré de thorium va se transformer en plomb. Donc à l'instant T, j'ai un quart de millimole de thorium et 3 quarts du plomb. Donc à T égale à 0, combien j'avais de thorium? J'ai 1 millimole. Et à l'instant T, là, il me reste un quart de la masse initiale. Autrement dit, M de T ou bien N de T sur N0 est égal à un quart. Voilà ce que ça signifie cette phrase. Et donc, j'écris tout simplement un quart exponentiel moins lambda T. Lambda, je connais, donc je peux déterminer T égale à 16, 10 puissance 4 années et non pas 2,5. Donc la réponse est également fausse. Mais ce qui est important, c'est connaissant la masse qui reste du thorium, cette information ne permet le nombre d'atomes, pardon, ou bien le nombre de noyaux qui restent à l'instant T. Et puisque je connais la masse du plomb, donc je connais le nombre de moles initial. Donc je connais N de T sur N0 et ça permet de déterminer l'âge de l'échantillon. Vous avez vu un peu cette méthode originale de poser la question pour déterminer l'âge d'un échantillon. Bien, donc on continue. Donc là, c'est un exercice sur l'activité. Donc on vous donne comment évolue log de A en fonction du temps et on pose des questions à propos de cette activité. D'accord? Il s'agit bien sûr du radon qui a une durée totale. Donc on a suivi la désintégration sur une durée de 200 heures. Cette courbe est en accord avec la loi de décroissance de la loi radioactive qui est log de A est égal à A fois T plus B, bien sûr, puisque là c'est une droite de pente négative. Donc là c'est l'équation d'une droite. Si Y est égal à X plus B avec A est négatif. Donc ça, c'est l'équation d'une droite de pente négative. La valeur de la constante de désintégration est lambda égale à ça. Donc pour déterminer lambda, il faut déterminer la pente. Donc la pente, là vous voyez, vous cherchez à peu près, donc c'est delta A log de A sur delta T. Donc log de A, prenez par exemple ce point, donc 5 moins 6,4 divisé par cette distance, c'est à peu près 150, 160, 170, disons 175, et vous allez trouver quelque chose de l'ordre de 2, est-ce que je l'ai calculé? Donc de l'ordre de 7,5, 10 moins 3, donc c'est une réponse qui est vraie. Bon, connaissant lambda, on peut déterminer T1,5, donc vous allez vérifier facilement que c'est pas 40 jours, voilà, le calcul est simple. Et enfin, on vous dit, donc le temps de demi-vie, voilà. Et enfin, il reste une dernière question. On vous dit que l'appareil ne détectera plus d'activité au bout de 100 heures. Donc là, il faut revenir à l'énoncé. Donc on vous dit l'appareil de détection du radon a une sensibilité maximale telle que log de A min est égal à 3,2. Ça veut dire, si log de A min égale à 3,2, l'appareil ne peut plus détecter la désintégration du radon. Donc, pour déterminer le temps au bout duquel
l'appareil ne détecte plus ce radionuclide, il suffit de prendre cette équation-là et de poser log de 1 min égale 3,2. Donc vous remplacez log de A par 3,2 et vous allez déterminer le temps. Et ce temps-là, vous allez trouver c'est 93 heures, soit environ 3 jours, 21 heures. Donc la réponse est faux, c'est pas 100 heures. On continue. J'espère que vous n'êtes pas fatigué. Donc là, c'est aussi des questions certainement d'un ancien concours. On dispose d'un échantillon de cobalt, sachant que la demi-vie est égale à 3,5 ans. Le nombre de nucléides désintégrés hein, à l'instant T est égal à 15,9 ans est égal. Hein, donc le nombre de noyaux désintégrés est. Donc ici, il suffit de calculer d'abord le nombre de noyaux qui restent à l'instant T. Donc le nombre de noyaux qui restent à l'instant T, c'est N0 exponentielle moins lambda fois T. T qui est égal à 15,9. Ensuite, le nombre de noyaux désintégrés, c'est N0 moins la valeur que vous allez trouver. Et vous n'allez jamais trouver ni cette valeur, ni celle-là, ni celle-là. Ça veut dire aucune valeur réponse précédente sont fausses. Toutes les réponses sont fausses. Je répète. Donc là, il faut faire attention. On vous dit le nombre de noyaux. Bon, je prends le pointeur. Le nombre de noyaux désintégrés. Or, ce qu'on calcule lorsqu'on fait n de t égale à n0 exponentielle moins lambda t, c'est le nombre de noyaux qui restent à l'instant t. Donc, vous calculez d'abord le nombre de noyaux qui restent à l'instant t. Et puis, le nombre de noyaux désintégrés, c'est n0 moins la valeur que vous allez trouver. Et vous allez trouver, bien sûr, qu'aucune réponse proposée n'est correcte. Bon, on considère un noyau à x à z constitué de z protons à moins z neutrons. On exprime la masse du noyau m de x par la masse du proton, voilà, la masse du proton par m de p, pardon, et la masse du neutron par m de n. Laquelle de ces relations sont correctes? Est-ce que la masse du noyau est inférieure à la masse du nucléon, supérieure à la masse du nucléon, égale tout de suite, vous l'éliminez. M de x est inférieur, donc là on ne peut pas comparer la masse du x, il y a plusieurs protons et plusieurs neutrons, donc il y a le choix entre ces deux. Bien sûr, celle-là on va l'éliminer parce que soit il est supérieur, soit il est inférieur. Il suffit de se rappeler que le défaut de masse c'est quelque chose qui est toujours positif. On a dit tout à l'heure, l'énergie de liaison c'est une grandeur positive parce que le défaut de masse elle est positif, donc la masse du noyau elle est supérieure en masse du nucléon. Donc la bonne réponse c'est la réponse D. D'accord. Donc delta M est positif, non, delta M est positif, ça veut dire Z, la masse du constituant plutôt, il est supérieur à la masse du noyau. Donc c'est la réponse A. Voilà, c'est la réponse A qui est correcte. D'accord. La masse Z fois la masse du proton plus A moins Z fois la masse du neutron, elle est supérieure à la masse de X, de façon que ça moins la masse de X soit positif. Bien. Donc ici l'uranium, on vous dit, subit une série de désintégrations naturelles et successives pour donner le plomb. Un échantillon d'uranium contient T égale à 0 N0 noyaux, exprimé en fonction de T1,5, l'instant T où le nombre de noyaux du plomb est égal à 3/4 par rapport au nombre de noyaux initial N0. Donc là, il faut faire très attention à ce qu'on vous dit. On vous dit T1, le temps où le nombre de noyaux de plomb, hein, c'est-à-dire le nombre de noyaux qui résulte de la désintégration, est égal à 3/4. Donc, si le nombre de noyaux est égal du plomb est égal à 3/4, ça veut dire le nombre de noyaux qui restent à l'uranium, c'est combien? C'est 1/4. D'accord? Donc ça veut dire N, nombre de noyaux de l'uranium, qui est égal à N0 exponentielle moins delta T, ça c'est le nombre de noyaux qui restent à l'instant T. Et à cet instant, le nombre de noyaux de plomb, c'est 3/4 par rapport au nombre de noyaux initial de l'uranium. Donc c'est 3/4 N0. Ça veut dire le nombre de noyaux qui restent, c'est N0 moins 3/4 de N0, ça veut dire N0 sur 4. Voilà, le nombre de noyaux de plomb, c'est N0 facteur de 1 moins exponentielle lambda T, et ça c'est égal à 3/4 de N0. Donc je peux déterminer exponentielle moins lambda T est égal à 1/4. Donc lambda T est égal à log de 2 est égal à 2 log de 2. Autrement dit, le T
puisque lambda c'est log de 2 sur T1 demi, donc le temps c'est 2 fois T1 demi. Mais bien sûr, vous avez une autre façon de le trouver, puisque le nombre du plomb est égal à 3 quarts, le nombre d'uranium est égal à 1 quart, sur N0 est égal à 1 quart. Or, 1 quart, d'ailleurs, normalement, c'est cette méthode qui est la plus rapide, 1 quart, vous pouvez l'écrire comment? 1 quart, c'est 1, j'aurais dû l'écrire, désolé, 1 sur quoi? Sur 2 à la puissance 2. Or, je vous ai dit, on a vu ça dans le cours du nucléaire, 2 puissance 2. Si le nombre de noyaux à l'instant t sur N0 est égal à 1 sur 2 puissance n, ce temps c'est n fois T1 demi. Comme ici, 4 c'est 2 à la puissance 2, donc je peux déduire tout de suite que T est égal à 2 fois T1 demi, et donc la réponse est C. Donc soit par cette méthode, soit par celle-là. Mais ce qui est très important, c'est surtout de comprendre que le fait qu'à l'instant T, le nombre de noyaux de plomb est égal à 3 quarts N0 de l'uranium, ça veut dire le nombre de noyaux de l'uranium qui reste, c'est 1 quart. Voilà, le reste, c'est classique. Bien. Toujours sur l'activité, l'iode est nécessaire au corps humain. Il intervient dans la formation des hormones thyroïdiennes. Il est absorbé au niveau de la thyroïde sous forme d'ion iode. L'iode possède un isotope naturel I53127 non radioactif et un isotope qui est radioactif de type β-, qui conduit au xénon AZ. L'iode est utilisé dans le domaine médical. Sa durée de vie c'est 8,1 jours. Sa masse molaire S, nombre d'Avogadro est. L'activité en becquerel d'un échantillon d'iode de masse M égale à 1 gramme est. Donc on veut l'activité d'une masse qui est égale à 1 gramme. Or l'activité c'est quoi? L'activité c'est A fois lambda fois N. Donc il suffit de savoir combien de noyaux contient 1 gramme. Donc on l'a déjà démontré tout à l'heure. Deux choses à reconnaître, le nombre de moles, vous avez deux formules pour le nombre de moles, je le répète encore une fois, soit la masse divisée par la masse molaire, soit le nombre de noyaux divisé par quoi? Divisé par le nombre d'Avogadro. Voilà. Donc, le nombre de noyaux, c'est quoi? C'est la masse multipliée par le nombre d'Avogadro divisé par la masse molaire. Voilà. Vous faites le calcul, vous allez trouver que l'activité, c'est 4,6 10 puissance 15 becquerel. Donc, voilà pour... Bien, donc voilà un autre exercice très important sur l'activité. On vous dit que le taux de comptage provient d'une source radioactive était de 1600 coups ou désintégrations par seconde, c'est la même chose à t égale à 8 secondes. Elle était de 100 désintégrations par seconde, donc à t égale à 0, elle est de 1600, à t égale à 8 secondes, elle est de 1000 coups, ou 1000 désintégrations par seconde. Quelle est l'activité de cet échantillon à t égale à 6 secondes? Donc là, il faut savoir qu'est-ce que je peux déduire à partir de l'information, l'activité à t égale à 0 et l'activité à t égale à 8 secondes. Bien sûr, vous avez une méthode qui est un peu longue. Vous écrivez A égale à A0 exponentielle moins lambda t. Mais on ne connaît pas lambda, donc je ne peux pas utiliser cette méthode. Donc là, cette méthode que j'ai proposée. Donc à partir de l'activité à 8 secondes, vous le comparez à l'activité à t égale à 0 et c'est A0 sur 16. Pourquoi? Parce que A0 sur 1600, si vous divisez 1600 par 16, vous allez trouver 100. Et ça vous rappelle l'activité à l'instant n fois T1 demi, c'est A0 sur 2 puissance n. Donc ce 8 secondes est égal à combien? Est égal à 4 fois T1 demi. Donc 8 est égal à 4 T1 demi. Donc cette information me permet de déterminer T1 demi égal à 2 secondes. Donc l'activité qui sera à 6 secondes c'est combien? C'est 3 fois T1 demi. Donc ça sera tout de suite A0 sur 2 puissance 3. Je connais A0, je divise par 8 et ça vous donne 200. Et donc la bonne réponse est égale à C. Donc voilà des questions vraiment type concours. On vous donne des informations et à vous d'essayer de voir comment retrouver l'information qui est cachée dans les données. Bon, question 22. Une substance radioactive à une période de 5 années
Par conséquent, pour un noyau dans un échantillon de l'élément, les probabilités de désintégration en 10 ans, elle est de combien? Donc là, il faut savoir que exponentiellement lambda t, c'est la probabilité pour qu'un noyau ne soit pas désintégré à l'instant t. Ça veut dire le noyau reste à l'instant t, existe à l'instant t. Et donc la probabilité pour qu'il soit désintégré, c'est 1 moins exponentielle moins lambda t. Donc je calcule 1 moins exponentielle moins lambda t. Donc lambda à une période 2, donc t1 demi c'est 5. Donc lambda c'est log de 2 sur 5 et le t c'est 10 et 10 sur 5 ça fait 2. Donc exponentielle moins de log de 2 c'est 1 sur exponentielle de log de 2 au carré. Donc c'est 1 moins 1 quart. Et 1 moins 1 quart ça vous donne 3 quarts et 3 quarts c'est 75%. Bien. J'espère que vous n'êtes pas fatigué, encore un peu de courage. Les exercices deviennent de plus en plus intéressants. Voilà un autre exercice intéressant. Si la période radioactive d'un métal est de 2 ans, est-ce qu'il va se désintégrer entièrement en 2 ans? Bien sûr, en T1 demi, il ne peut jamais se désintégrer. Après 8 ans, il restera un quart? Non, parce que 8 ans, c'est 2 ans, c'est 4 fois T1 demi. Donc, ce sera, il va se réduire par 1 sur 2 à la puissance 4 et non pas un quart. Donc, c'est pas correct. Va se désintégrer entièrement en 4 ans? Non plus. En 2 fois T1 demi, il n'est jamais désintégré. Donc, la bonne réponse, le métal ne se désintégrera jamais complètement parce que vous avez A de t, c'est A0 exponentielle moins lambda t. Et A de t n'est égal à 0 que si t tend vers l'infini. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse D. Bien, question 24, très intéressante aussi. Quelle est l'énergie de liaison du carbone 12? On vous donne uniquement la masse du proton et la masse du neutron. Donc ça nécessite de savoir la définition de l'unité de masse atomique. C'est quoi la définition d'une unité de masse atomique? C'est 1/12e de la masse d'un noyau de l'atome de l'isotope carbone 12. Donc 1/12e de la masse du noyau du carbone 12, c'est une unité de masse atomique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la masse du noyau du carbone 12, c'est 12 unités de masse atomique. C'est ça l'information qui manque ici. Pour calculer l'énergie de liaison. Parce que l'énergie de liaison de ce carbone, c'est 6 fois la masse du proton, plus 6 fois la masse du neutron, moins la masse du noyau. Mais on ne vous donne pas la masse du noyau. Mais la définition d'une unité de masse atomique, c'est 1/12e la masse du noyau de l'isotope carbone 12. Donc la masse du noyau du carbone 12, c'est 12. Donc voilà la masse du noyau, moins 6 fois la masse du proton, moins 6 fois la masse du neutron. Vous multipliez par 931 et vous allez trouver exactement 92 mégaélectronvolts. Donc la réponse, c'est la réponse B. Bien, question suivante. Lorsqu'un microgramme de matière est transformé en énergie, la quantité d'énergie dégagée est égale à quoi? Donc là, il faut savoir la relation entre la masse et l'énergie. Donc bien sûr, l'énergie, c'est mc carré tout simplement. Donc vous transformez la masse en kilogrammes, c'est 3 10 puissance 8 et l'unité bien sûr de l'énergie c'est le joule. Donc si la masse est en kilogrammes, donc 1 microgramme c'est 10 moins 6 grammes, donc en kilogrammes c'est 10 moins 9 multiplié par c carré, donc c carré c'est 3 10 puissance 8 au carré c'est 9 10 puissance 16 et ça vous donne 9 10 puissance 17 joules. Donc l'énergie de l'unité de l'énergie bien sûr c'est la masse en kilogrammes, la vitesse en mètres par seconde c'est le joule. Donc sur un échantillon ayant une période radioactive de 1 mois, il y a l'étiquette suivante: une activité de 2 microcuries. Donc ça a été fait le 1/8/91. 2 mois après cette date, quelle était l'activité de cet échantillon? Donc vous connaissez l'activité à l'instant T et on vous demande l'activité à l'instant T2. Donc là, classique, il suffit de faire A de T2 est égal à A de T1 exponentielle moins delta T2 moins T1. D'accord? Donc si on prend T1 égale à 0, ça devient A de T égale à A0 exponentielle moins lambda T. Mais si on ne prend pas l'origine à T égale à 0, l'activité à l'instant T2, c'est l'activité à l'instant T1
fois exponentielle moins lambda T2 moins T1. Donc lambda T2 moins T1, c'est log de 2 sur T1 demi. D'accord? Je remplace lambda par log de 2, c'est 1 demi. Qui fois delta T. Et bien sûr, delta T 2 mois après. Donc delta T, c'est 2 mois. Donc 2 fois. Et T1 demi. Donc qu'est-ce qu'on cherche? Donc il y a une période de 1 mois. Voilà. Donc T1 demi, c'est 1 mois. Et delta T, c'est 2. Donc 2 sur 1, ça fait 2. Donc lambda delta T, ce sera 2 log de 2. Donc, et donc, à l'instant T1 fois exponentielle moins 2 log de 2, c'est-à-dire 1 quart. Donc ça sera A0 sur 4. Et donc ça vous donne 2 sur 4. Ça fait 2 microcuries sur 4. Ça fait 1 demi-microcurie. Ça fait, pardon, ici ça fait plutôt une activité. Bon, c'est 1 microcurie. Hein. Bien, donc je pense ici, ça doit être 0,5, hein, 0,5 et non pas celle-là. Je répète, donc vous avez lambda fois delta T, lambda c'est log de 2 sur T1 demi qui est 1 mois, et delta T c'est 2 mois, parce que 2 mois après. Donc 2 sur 1 c'est 2, 2 log de 2, exponentielle moins 2 log de 2 c'est 1 sur exponentielle 2 log de 2, ça veut dire exponentielle de log de 2 au carré, autrement dit 1 quart. 1 c'est 2, et 2 sur 4 c'est 1 demi, donc c'est bien 0,5 microcurie. Un peu de courage, on continue donc. Bon, celui-là, je pense, on l'a déjà répondu tout à l'heure. Donc, la période d'un échantillon radioactif ne dépend ni de la pression, bien sûr, ni de la température. Il ne dépend que de la nature de la substance. Chaque noyau a une période différente. Ensuite, la quantité de rayonnement à partir d'un point source est inversement proportionnelle à la distance. Donc, c'est vraiment des questions que j'imagine vont être posées de ce type-là. C'est-à-dire, on vous donne une information, c'est à vous de la modéliser par une équation mathématique. Donc, qu'est-ce que ça signifie? La quantité de rayonnement est inversement proportionnelle à la distance de la source. Donc, si un compteur GGR placé à 1 mètre, un compteur GGR, ce sont les appareils qui mesurent l'activité. D'un échantillon, 1 mètre d'un échantillon, il indique 300 coups par minute, c'est-à-dire une activité de 360 coups par minute ou des intégrations par minute. Quel sera le taux de comptage à 2 mètres, puis à 3 mètres? Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? L'activité, la quantité de rayonnement est inversement proportionnelle à la distance. Ça veut dire CI, c'est une constante, fois 1 sur d carré. Donc inversement proportionnel à la distance au carré, inversement proportionnel à la distance de la source. Pourquoi j'ai d carré? Inversement proportionnel à la distance de la source. Donc il n'y a pas d carré ici. Bon, je corrige tout de suite. Bien, donc là, on va faire l'exercice avec l'inversement proportionnel à la distance au carré. Hein, la distance au carré, sinon ça n'a pas de sens. Donc la distance au carré, donc ça veut dire I est égal à une constante multipliée par 1 sur d carré. Donc ça veut dire quoi? À 1 mètre, je l'appelle I1, ça sera C 1 sur 1 mètre au carré. À 2 mètres, ça sera C multiplié par 1 sur 2 au carré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire I1 est égal à C. Donc I2 est égal à I1 sur 4. C'est-à-dire à 1 mètre, l'intensité de rayonnement va être divisée par 4. Donc s'il était de 360 coups par minute, il va devenir une comment? 360 divisé par 4, c'est 90 coups par minute. Donc à 3 mètres va être I0 sur 9. D'accord? Et ainsi de suite. Bien. Donc là, après 60 secondes, la radioactivité d'un élément ne vaut plus que 1 sur 64e de sa valeur originale, c'est-à-dire de sa valeur initiale. Quelle est la valeur de la période? Bon, on a déjà traité ce type d'exercice. Donc, vous avez ce qu'on vous donne ici, c'est A de t sur A0 est égal à 1 sur 64. Il suffit d'écrire 64 comme étant 2 puissance 6. Donc, A de t est égal à A0 sur 2 puissance 6. Donc, ce temps est égal à 6 fois T1 demi. Donc 6 fois T1 demi est égal à 60 secondes. Donc T1 demi égale à 10. Donc la bonne réponse c'est C. Lorsque les isotopes radioactifs du radon se désintègrent en série par l'émission de 3 particules alpha et une particule bêta, l'isotope qui est finalement formé est donc 3
alpha. Donc ça fait par exemple pour z 3 fois 2, 6. Et une particule moins 1, c'est 5. Donc il va diminuer, z va diminuer de 5. Donc 88 moins 5, ça fait combien? Ça fait 83. Donc déjà 83, je dois choisir. Donc la réponse, j'ai un seul choix. Donc c'est la réponse D. Donc c'est 83, 226. On continue toujours avec des questions vraiment de réflexion. On vous dit une source radioactive fraîchement préparée à une période radioactive de 2 heures. Donc la période c'est 2 heures. Hein. Cette source émet des rayonnements avec une intensité qui est 64 fois plus élevée que la dose admissible. Donc d'accord. Si on vous dit par exemple le taux de désintégration admissible c'est 3 désintégrations par seconde, lorsqu'on prépare cette source, il est supérieur à 3 fois 64. Donc le temps, la question c'est quel est le temps minimal d'après lequel il sera possible de travailler d'une façon sécuritaire avec cette source radioactive. Bien. Voilà aussi là, il faut essayer d'être capable de transformer tout ça sous forme de formules mathématiques. D'accord? La source fraîchement préparée émet des rayonnements à une intensité qui est 64 fois plus élevée que la dose sécuritaire. Donc A0 est égal à 64 fois AP. AP, c'est la dose permise, c'est l'activité permise, ou bien ce qu'on appelle l'activité, la dose sécuritaire. Voilà ce que ça veut dire cette phrase en termes de mathématiques. Qu'est-ce que je cherche? Je cherche le temps minimal au bout duquel l'activité à l'instant T va être égale à l'activité permise. Donc voilà. Après, il suffit de faire A de T sur A0, les A permises vont se simplifier, et ce sera 1 sur 64, et 1 sur 64 c'est 2 puissance 6. Donc T est égal à 6 fois T1 demi. Voilà. Et T1 demi c'est combien? C'est 2 heures. Vous multipliez 6 par 12 et vous avez 12 heures. Donc la bonne réponse, c'est la réponse C. Donc on continue toujours avec un exercice du même type. Donc on vous dit après 2 heures, un 16e de la quantité de départ d'un certain isotope demeure non désintégré. Ça veut dire le nombre de noyaux non désintégrés à cet instant T, c'est un 16e, c'est-à-dire N0 sur 16. Autrement dit, vous avez N de T sur N0 sur 1 sur 16. Or 16 c'est combien? C'est 2 puissance 4. Donc ce temps, c'est égal à 4 fois T1 demi. D'accord? Parce que N de T sur N0, c'est 1 sur 2 puissance 4. Donc T est égal à 4 fois T1 demi. Donc je répète toujours, l'activité ou bien le nombre de noyaux à l'instant N fois T1 demi, c'est N0 sur 2 puissance N. Donc 16, c'est 2 puissance 4. Donc le temps qu'on cherche, c'est 4 fois T1 demi. Or T1 demi, c'est 2 heures. Donc T1 demi, c'est 2 sur 4. Ça fait 30 minutes. Donc la réponse, c'est petit b. Bien, autre élément de la même chose, un élément radioactif de 16 grammes est transporté de Bombay à Delhi en 2 heures. On a constaté que 1 gramme de l'élément restant, donc non désintégré, donc c'est-à-dire une fois arrivé, le nombre de noyaux non désintégrés c'est 1 gramme. D'accord? La période de cette activité est combien? Donc je connais M0, c'est 16 grammes, et une fois arrivé à Delhi, il reste combien? Il reste 1 gramme. Donc M de T sur M0 égale à combien? Égale à 1 sur 16. Et 1 sur 16, on vient de le voir, c'est 1 sur 2 puissance 4. Donc ce temps égale 4 fois T1 demi. Et quel est T1 demi? Donc on va transporter à Mumbai. La période de sa radioactive est 2. Donc 4 fois T1 demi. Il est où T1 demi en 2 heures? Ah oui, le temps. Donc voilà, le temps c'est 2 heures. Donc 4 fois T1 demi égale à 2 heures. Donc T1 demi est égal à une demi-heure. Donc la réponse, elle est là. D'accord? Donc le temps qu'on cherche, c'est 2 heures. Et ce T-là, qui est de 2 heures, est égal à combien? Est égal à 4 fois T1 demi. Donc 4 fois T1 demi égale à 2 heures. Donc T1 demi égale à 2 sur 4, c'est 1 demi, une demi-heure. Donc toujours l'idée, c'est d'écrire M de T ou bien A de T sur A0 comme étant 1 sur 2 à la puissance N.
Bien, encore un peu de courage. On vous dit l'activité d'un échantillon radioactif diminue jusqu'au tiers de son activité initiale ou bien intensité pendant une période de 9 ans. Donc après 9 ans supplémentaires, son activité sera de combien? Donc là aussi, toujours être capable d'écrire ça sous forme d'équation. L'activité diminue jusqu'au tiers de son intensité initiale à 0 pendant 9 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'activité à t égale à 9 ans, c'est I0, sa définition c'est I0 exponentielle moins lambda delta t est égal à combien? Est égal à 1 tiers. C'est-à-dire I1 sur I0 c'est 1 tiers. Autrement dit, exponentielle moins lambda fois 9 ans, c'est 1 tiers. D'accord? Donc l'activité maintenant après 9 ans, c'est-à-dire à l'instant t, donc 9 plus 9 à 18 années, après 18 années, ça sera par définition I0 exponentielle moins 2 fois lambda delta t. Donc delta t a été multiplié par 2. D'accord? Donc ça, je peux l'écrire exponentielle moins delta t au carré. Or, exponentielle moins lambda delta t, d'après la première question, c'est 1 tiers. Donc ça sera I0 sur 3 au carré, ça sera I0 sur 9. Donc là aussi, c'est être capable d'écrire tout ça sous forme d'équation. D'accord? Donc l'activité diminue jusqu'au 1 tiers, ça veut dire A de t sur A0, c'est 1 tiers. Or, A de t sur A0, c'est exponentielle moins lambda delta de t. Et delta de t ici, c'est 9 ans. Donc exponentielle moins lambda fois 9, c'est 1 tiers. Or, l'activité après 18 ans, c'est par définition, c'est I0 exponentielle moins 2 fois lambda delta t. Avec delta t, c'est toujours 9 ans. Donc 2 fois 9 ans, c'est 18 ans. D'accord? Et exponentielle moins 2 lambda delta t, c'est exponentielle moins lambda delta t au carré. Donc c'est 1 tiers au carré. Donc voilà, on va arrêter ici pour ce QCM. Donc vous voyez que pour le nucléaire, ce qui est très important, c'est de savoir un peu des différents types, bien sûr, des intégrations, quels sont les facteurs qui jouent sur la période, sur la constante de désintégration, qu'est-ce que ça signifie une probabilité de désintégration, l'activité, relation entre l'activité et le nombre d'atomes, relation entre le nombre d'atomes et la masse, les différents types d'unités pour calculer l'énergie, le joule, l'électronvolt, comment passer du joule au l'électronvolt. Donc voilà, j'espère que vous allez apprendre beaucoup de choses dans cette vidéo-là. Je vous souhaite bien sûr bonne préparation et à bientôt.